Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter un Toyota Land Cruiser 200 et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, en comparaison avec les crossovers haut de gamme européens, le Land Cruiser 200 a l'air rustique à l'intérieur. Surtout à cet égard, les exemplaires sortis avant 2011 sont décevants. Ils n'ont pas été assemblés de la meilleure façon, c'est pourquoi l'intérieur s'est rempli de coups et de grincements au fil du temps. En conséquence, les Japonais ont dû corriger la situation et après la mise à jour de 2015, Toyota a commencé à utiliser des matériaux de finition de meilleure qualité. Autre chose, en termes de niveau de finition, le SUV de Toyota n'atteint toujours pas la sœur Lexus LX 570. Les Japonais observaient très clairement la hiérarchie interne. En revanche, le Land Cruiser 200 n'a pas le problème de dessécher la peau la plus délicate après littéralement 3 à 4 ans d'utilisation intensive, comme c'est le cas dans les SUV Lexus. Même après un kilométrage de 200 000 km, l'intérieur du Land Cruiser 200 n'a l'air qu'un peu défraîchi. Les seuls signes de l'âge seront le cuir froissé du siège conducteur et du volant, qui commence à briller un peu après environ 60 000 à 70 000 km. Parfois, vous pouvez trouver des rayures sur les inserts en plastique argenté, mais les propriétaires imprudents en sont probablement responsables. Sur les SUV fabriqués avant 2015, les poignées chauffantes des sièges avant ont tendance à s'envoler. Si vous les perdez, vous ne pourrez plus acheter un nouveau stylo original. Bien sûr, si vous le souhaitez, des stylos peuvent être commandés en Chine, mais la plupart d'entre eux ne sont pas rétroéclairés et ne sont pas bon marché. En conséquence, la plupart des propriétaires préfèrent trouver n'importe quelle poignée d'un récepteur radio de taille similaire et la fixer avec de la colle. Il existe également de nombreuses autres petites choses ennuyeuses qui peuvent gâcher l'impression d'une voiture chère. Par exemple, la poignée du sélecteur automatique peut tourner légèrement et le couvercle du coffre situé entre les sièges conducteurs et passagers commence à jouer sensiblement avec le temps. À cet égard, les Land Cruiser 200 sortis après la mise à jour de 2015 semblent beaucoup plus avantageux. Les matériaux de finition se sont améliorés et le sentiment de qualité est plus élevé, y compris grâce à la force ajustée sur les boutons et leviers. Naturellement, le fait que les SUV de 4 à 5 ans ne soient pas encore entrés dans la période des problèmes liés à l'âge y contribue également. Une colonne de direction faible est le problème de tous les Land Cruiser 200. Au bout de 60 000 km, de nombreux propriétaires connaissent des pannes de la direction électrique. Le plus souvent, un câble cassé en est responsable, moins souvent un mécanisme usé. Au kilométrage de 150 000 km, vous devriez vous attendre à ce que les arbres de transmission de l'arbre de direction se bloquent. Quant aux performances du système de climatisation, il n'y a pas de commentaire majeur à son sujet. Uniquement sur les voitures restaurées après un accident, le chauffage arrière peut ne pas fonctionner en raison de la corrosion des canalisations. De temps en temps, les propriétaires de Land Cruiser 200 se plaignent de faux appareils. Si nous parlons de l'indicateur de niveau de carburant dans le réservoir, le capteur est presque toujours responsable des lectures incorrectes. Dans d'autres cas, nous parlons davantage de problèmes logiciels qui sont éliminés en flashant le firmware. Les propriétaires ont une attitude ambivalente envers l'électrique du Toyota Land Cruiser 200. D'une part, dans le contexte des surprises que présentent les crossovers premium européens, cela semble presque un modèle de fiabilité. De nombreux problèmes peuvent être résolus presque indépendamment et sans l'aide d'un scanner spécial. En revanche, par rapport à ses prédécesseurs, le 200e Land Cruiser semble assez complexe et pas la voiture la plus simple en termes de composants électriques. Au bloc pourri et au câblage situé dans la niche de la roue avant droite, s'ajoutent bien des petits soucis, avec les sièges avant chauffants, avec la commande du volant, avec le câble de direction. Souvent, ces problèmes se font sentir déjà après un kilométrage de 100 à 150 000 km, bien que la plupart des propriétaires ne doivent y faire face que lorsque le kilométrage dépasse 200 000 km. Quant au câblage intérieur et au câblage situé dans le compartiment moteur, il est généralement en très bon état même avec un kilométrage de 300 000 km. On ne peut pas en dire autant de la batterie. En moyenne, cela dure 4 à 5 ans. La raison de la faible ressource est simple. La batterie est très chargée même dans les voitures équipées de moteurs à essence. Sur les SUV équipés d'un moteur diesel sous le capot, la charge est encore plus élevée. Le SUV japonais est dépourvu de groupe motopropulseur franchement infructueux. Mais il n'existe pas de moteur plus indestructible pour lesquels leurs prédécesseurs étaient si célèbres. Avec une grande extension, l'unité de la série 2UZFE d'un volume de 4,7 litres peut être classée comme telle. Avec des soins appropriés, il peut facilement parcourir plus de 500 000 km avant des réparations majeures. Même l'installation d'équipements à gaz ne nuit pas à cette unité de puissance, même si la traction deviendra naturellement sensiblement pire. Les défauts mineurs incluent une pompe desserrée et la tendance des ondulations du conduit d'admission à se fissurer. Heureusement, cela est entièrement compensé par l'absence de fuite. Étonnamment, ils ne peuvent pas toujours être détectés, même sur les véhicules dont le kilométrage est inférieur à 300 000 km.
Mais les radiateurs qui fuient à la jonction de l'aluminium et du plastique sont considérés comme monnaie courante sur un SUV japonais. En 2012, les moteurs de la série U ont cédé la place à l'unité 8 cylindres de la série UR. La principale différence entre le nouveau moteur de 5,7 litres et les anciens réside dans l'entraînement par chaîne du mécanisme de distribution de gaz. De plus, le nombre de chaînes est passé à 4, ce qui fait de leur remplacement un plaisir très coûteux. Le seul point salvateur est que l'entraînement de synchronisation ne nécessite pas d'entretien plus d'une fois tous les 150 à 200 000 km. Jusqu'à présent, la seule chose que vous devrez changer, ce sont les amortisseurs. D'autres différences incluent un bloc cylindre en aluminium, des chemises plus fines, un arbre à cames plus léger et des pistons plus courts. Le moteur de 5,7 litres s'est avéré très bon par rapport aux normes modernes, mais il n'a pas été question de son ancienne endurance. Lorsque vous parcourez plus de 100 000 km, le moteur de 5,7 litres commence à consommer de l'huile. Un appétit accru pour l'huile peut être causé par une légère surchauffe du groupe motopropulseur, un intervalle de vidange d'huile trop long ou simplement une mauvaise huile. La situation est aggravée par un échauffement inégal du moteur à travers les cylindres. La différence pourrait bien atteindre 10 degrés. La situation n'a été corrigée que sur la version ultérieure du 3URFE, dans laquelle le système de refroidissement était complété par un séparateur censé affecter l'uniformité du chauffage. Sur notre marché, la majorité des offres sont des Land Cruiser 200 avec une unité diesel de 4,5 litres de la série 1 VDF-TV. Selon les versions, ce moteur développe de 234 à 249 chevaux. Étant neuf, ce moteur plaît par sa taxe automobile élevée et sa consommation de carburant très attractive. Un autre avantage est l'entraînement fiable par chaîne de distribution. Un kilométrage de 200 000 km n'est pas pour lui une limite. L'essentiel est de surveiller l'intégrité des amortisseurs et de l'amortisseur de Villebrequin. Puis, lorsque la voiture se retrouve entre les mains de son troisième ou quatrième propriétaire, l'unité de 4,5 litres commence à démontrer ses côtés négatifs. Les vannes EGR posent de nombreux problèmes, il y en a 2 dans une unité diesel. Étant donné que les ingénieurs n'ont pas prévu de filtre plus froid à l'échappement, une énorme quantité de suie est aspirée de l'échappement, ce qui non seulement contamine les soupapes, mais pénètre également dans l'admission. Cela entraîne à son tour des rayures dans les cylindres et augmente le risque de surchauffe des culasses et des pistons. Il n'est pas surprenant que dans notre pays, où les automobilistes pensent en dernier lieu à l'environnement, les vannes EGR soient supprimées et des bouchons installés à leur place. La durée de vie des turbines d'une unité diesel est estimée entre 250 000 et 300 000 km. Mais il y avait quelques nuances sérieuses. Les petites turbines deviennent très chaudes et nécessitent un refroidissement après leur déplacement. Certains propriétaires installent une minuterie turbo sur leur voiture, tandis que d'autres préfèrent attendre et laisser le moteur tourner au ralenti pendant au moins 2-3 minutes. Cependant, il y a aussi ceux qui éteignent immédiatement la voiture, même après un trajet intense. En conséquence, la durée de vie des turbines est considérablement réduite. Les turbines elles-mêmes sont relativement peu coûteuses, mais vous devrez les acheter exclusivement neuves. Les turbines d'occasion en bon état sont extrêmement rares, puisque les Land Cruiser diesel étaient principalement distribués sur notre marché. Il convient également de rappeler que les turbines des SUV restylées et mis à jour sont différentes. De ce fait, il est souvent impossible d'installer la première turbine disponible lors du remplacement. Le problème du chauffage inégal n'a pas échappé au moteur diesel. Et si la plupart du temps l'unité diesel ne fonctionne pas complètement, alors lors d'un très long voyage, le processus inverse se produit. Les cylindres distants commencent à surchauffer, après quoi le moteur commence à fumer. De mauvaises surprises peuvent également être attendues de la part des injecteurs. Ils sont capricieux et ne sont pas bon marché. Heureusement, la durée de vie des injecteurs peut encore être prolongée. Pour ce faire, vous devrez oublier les stations-service douteuses et vous donner pour règle de changer le filtre à carburant tous les 10 000 km. Les spécimens après réglage des puces nécessitent une attention particulière. Les turbines du groupe diesel de 4,5 litres fonctionnent déjà à la limite de leur capacité et, à mesure que la pression augmente, leur durée de vie diminue définitivement. Et le groupe diesel lui-même n'est pas bien réglé en termes de vitesse. Heureusement, les kits de réglage pour le moteur diesel Land Cruiser 200 n'ont jamais été très demandés dans notre pays. Le risque de tomber sur une copie ébréchée n'est donc pas trop élevé. La probabilité de devenir propriétaire d'un SUV importé d'Australie est encore plus faible. Dans le pays des kangourous, les Land Cruiser réglés sont beaucoup plus courants. Dans le cas du Land Cruiser 200, il n'est pas nécessaire de deviner quel type de transmission est installé sur le spécimen sélectionné. Le SUV japonais est exclusivement doté d'une transmission intégrale. Une exception extrêmement rare concerne les voitures auto-converties, qu'il vaut mieux éviter. Étonnamment, contrairement à la croyance populaire, le coûteux Land Cruiser 200 était également proposé avec une transmission manuelle. Naturellement, ces versions n'étaient pas demandées par nos clients. La version avec mécanique a été délibérément choisie uniquement par les passionnés d'expédition,
qui ont ensuite sérieusement modifié presque tous les composants de la voiture dans l'attente de conditions de fonctionnement très spécifiques. La grande majorité des SUV sortis avant la première mise à jour combinent les célèbres moteur de 4,7 litres avec transmission automatique Aisin à 5 vitesses. Il y a peu de plaintes concernant cette boîte. Son composant mécanique s'est avéré particulièrement fiable. Il a été prouvé à plusieurs reprises qu'avec un entretien opportun, les garnitures du convertisseur de couple peuvent facilement durer plus de 300 000 km. Avant ce run, vous n'aurez qu'à faire attention aux solénoïdes du corps de vanne, qui sont considérés comme le point relativement faible de ce boîtier. Naturellement, nous ne devons en aucun cas oublier le service pétrolier programmé tous les 60 000 km. Le corps de la vanne souffre d'huile sale, mais même en travaillant dans des conditions aussi inoffensives, il ne faut pas s'attendre au premier problème avant la barre des 200 000 km. De plus, l'huile usagée est une sorte de catalyseur de l'usure des axes de pignon des engrenages planétaires. Après restylage, la transmission automatique à 5 rapports a cédé la place à une boîte de vitesse à 6 rapports plus moderne avec l'indice d'usine AB60F. Structurellement, les deux cases ne sont pratiquement pas différentes l'une de l'autre. Cependant, toutes choses étant égales par ailleurs, la transmission à 6 rapports demandera plus d'attention. Le fait est que les ingénieurs ont sérieusement révisé l'algorithme de la transmission automatique. Si l'ancienne boîte automatique à 5 vitesses se distinguait par des changements de vitesse tranquilles, alors la nouvelle boîte de vitesse, dans un souci d'amélioration de la dynamique et de l'économie de carburant, la rend plus nette et plus rapide. En conséquence, cela entraîne une usure plus rapide des solénoïdes et la nécessité de réduire l'intervalle de remplacement du liquide de transmission des 60 000 km traditionnels à 30 000 à 40 000 km. L'huile sale use rapidement le matériau de la plaque. Il ne faut même pas penser à restaurer ce dernier sans outil spécial. Les mécaniciens de garage ne font pas ça. Les propriétaires qui n'économiseront pas sur le service d'huile pourront constater sur leur propre exemple qu'un kilométrage de 300 à 350 000 km pour une Aisin à 6 vitesses est loin d'être la limite. La boîte de vitesse automatique à 8 rapports, proposée pour la version dotée d'un moteur de 5,7 litres, est apparue relativement récemment sur le Land Cruiser 200, mais rien ne vous empêche d'évaluer ses avantages et ses inconvénients en vous basant sur l'expérience d'utilisation de la même plateforme Lexus LX 570. Du point de vue de la fiabilité, l'expérience s'est avérée plutôt négative. Premièrement, l'algorithme de transmission, qui consiste à passer immédiatement à 2 vitesses à basse vitesse, s'est avéré franchement infructueux. La réticence de la boîte à passer aux rapports inférieurs lorsque la traction augmente a également un impact négatif sur la durée de vie du composant mécanique. De plus, les mécaniciens des services spécialisés ont rapidement remarqué que le liquide de transmission d'une transmission automatique à 8 rapports s'encrasse assez rapidement, ce qui encore une fois n'indique pas indirectement que les ingénieurs n'avaient pas initialement été chargés d'obtenir une énorme ressource de la boîte de vitesse. Injection de cannelure et de traverse de cardan, les propriétaires de Land Cruiser 200 devront effectuer cette procédure archaïque tous les 10 000 km. Sinon, les cannelures et les traverses seront détruites littéralement à des dizaines de milliers de kilomètres. De plus, les amateurs de conduite rapide devront réduire l'intervalle d'injection de 10 000 à 5 000 km. Sinon, des contre-coups notables se feront sentir après 3 à 4 ans de fonctionnement. Sinon, il n'y a aucun commentaire sur la partie mécanique de la transmission intégrale. C'est fiable, ce qui, par exemple, peut être jugé au moins par la ressource du cardan arrière. Pour les propriétaires qui ne lésinent pas sur l'entretien régulier, le cardan dure facilement jusqu'à 250 000 km. Une conduite agressive est le principal facteur qui réduit la durée de vie des éléments du système de transmission intégrale. Lors de déplacements actifs fréquents, la boîte de vitesse arrière s'échauffe constamment, ce qui entraîne une usure prématurée de ses roulements. Il y a des cas où ces derniers ne pourraient même pas supporter 100 000 km. Il n'est pas nécessaire de retarder le remplacement des roulements. Une tentative d'économie d'argent entraînera rapidement la nécessité de remplacer la paire principale, dont le prix ne peut pas être qualifié de bas. Tout ne se passe pas bien avec l'essieu arrière léger. Endommager une poutre lors d'une conduite imprudente sur de gros rochers ou hors route n'est pas aussi difficile qu'il y paraît. Le fait que sa géométrie soit loin d'être optimale sera indiqué par les tractions et les vibrations accrues de la voiture. Sur le Land Cruiser 200, sorti des chaînes de montage avant 2011, le maillon faible est la boîte de transfert. Ou plutôt, pas même elle, mais ses actionneurs capricieux. La chaîne, qui a tendance à s'étirer, nécessite également une attention particulière. Heureusement, les Japonais ont essayé d'améliorer la boîte, grâce à laquelle il y a eu moins de problèmes sur les SUV sortis après la mise à jour de 2011. En conséquence, la ressource est passée à 200 000 à 250 000 km. Il est intéressant de noter que les ingénieurs n'ont pas pu gérer les actionneurs capricieux. Même si un peu moins souvent qu'auparavant, ils devront quand même être périodiquement remplacés. La suspension est le point fort du SUV japonais. Avec une utilisation urbaine prudente et de rares déplacements sur des chemins de terre, il peut être considéré comme presque éternel.
Mais dans ce cas, il convient de réserver qu'il s'agit du composant mécanique de la suspension. En matière de suspension hydropneumatique, la situation n'est plus aussi rose. Principalement dû au fait que tous ces consommables sont chers. Heureusement, dans ce cas, les choses se passent bien avec fiabilité. Il ne faut s'attendre à des surprises désagréables que de la part des capteurs de niveau qui, sous l'influence de réactifs, tournent d'abord au vinaigre puis cessent complètement de fonctionner. Et comme les Japonais n'ont pas pris soin d'une isolation de haute qualité des connecteurs des capteurs, le câblage qui y va pourrit généralement avec les capteurs. La nécessité d'assurer une liberté de mouvement maximale a obligé Toyota à utiliser le système KDSS dans la suspension. Structurellement, ce n'est pas très compliqué. Un vérin hydraulique sur chacune des 4 roues et un accumulateur hydraulique qui leur est associé. Dans une certaine mesure, le système anti-roulis KDSS peut être considéré comme un analogue plus avancé de la barre anti-roulis. Le point faible du KDSS réside dans les vérins hydrauliques. Le fluide de travail qu'ils contiennent nécessite un remplacement régulier, ce que la plupart des propriétaires de SUV japonais oublient. En conséquence, au fil du temps, les cylindres commencent à fuir, après quoi il est nécessaire de changer non seulement le fluide, mais également les cylindres eux-mêmes. Une nuance importante, qui n'a rien à voir avec la fiabilité, réside dans les réglages de suspension. Beaucoup de gens sont a priori convaincus que le niveau de confort du Land Cruiser 200 rappelle presque celui d'un paquebot et ils sont très contrariés lorsqu'ils réalisent que la suspension n'est pas pressée d'ignorer les petites articulations et les irrégularités. En conséquence, le niveau de confort lors de la conduite sur des routes accidentées n'est pas exceptionnel, mais plutôt moyen. Il en va tout autrement lorsque de gros trous, des nids de poules et des surfaces inégales tombent sous les roues. Leur suspension Land Cruiser 200 fonctionne très bien. Arrêter un véhicule de plus de 2 tonnes n'est pas une tâche facile. Il n'est pas surprenant qu'en conduite active, les plaquettes et les disques de frein s'usent littéralement. Les premiers suffisent au mieux pour 20 000 km, les seconds pour 40 000 km. Une conduite tranquille à la campagne augmente la durée de vie des disques et des plaquettes de 2 à 2,5 fois. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de parler de la haute efficacité du système de freinage. Il semble qu'à un moment donné, les Japonais eux-mêmes s'en soient rendus compte, après quoi, lors du restylage de 2015, le diamètre des disques de frein est passé de 340 à 355 mm. Cependant, pour de nombreux propriétaires, cela ne suffisait pas. Il n'est pas surprenant que presque un exemplaire sur 2 sur le marché secondaire soit équipé d'un système de freinage modifié. La seule question qui reste ouverte est la qualité du travail effectué. Souvent, lors du remplacement des freins standards, une légère amélioration de la dynamique de freinage était compensée par la perte du contenu informatif de la pédale de frein et une augmentation de la force appliquée sur celle-ci. Cependant, jusqu'en 2015, sur tous les Land Cruiser 200, la pédale de frein était au départ trop lente. Le point faible du système de freinage du Land Cruiser 200 est considéré comme l'unité du système de freinage anti-blocage. Sur les voitures produites avant la mise à jour 2011, son bloc soupape avait tendance à fuir à très faible kilométrage. Toyota a ensuite résolu ce problème. Dès les premiers coups de crémaillère de direction, les propriétaires d'un SUV japonais sont confrontés à la barre des 100 à 120 000 km. Avec une utilisation fréquente en dehors des routes urbaines lisses, le support ne peut même pas supporter un tel kilométrage. Le coût d'un nouveau rack peut être une mauvaise surprise, ainsi que le coût de son remplacement. Les problèmes hydrauliques sont assez rares et la plupart d'entre eux sont la faute des propriétaires eux-mêmes, qui aiment tourner le volant de butée en butée sur une voiture froide. Au bout de 100 à 120 000 km, vous risquez de rencontrer un blocage de la pompe de direction assistée. Les symptômes d'une pompe bloquée sont simples. Lorsque vous tournez le volant, vous devez appliquer plus de force dessus. Transmission automatique ultra fiable, moteur à plusieurs millions de dollars, direction impeccable. Tout cela ne concerne pas le Toyota Land Cruiser 200. En comparaison avec les Allemands Premium, le SUV japonais peut en effet apparaître comme une voiture impeccable en termes de fiabilité. Mais si vous prenez au moins le centième précédent comme point de départ, Land Cruiser, alors le tableau ne sera pas si rose. Pour une conception plus complexe des composants, nous avons dû payer pour une réduction de leur durée de vie. Dans le même temps, on ne peut parler d'aucune remise sur le 200e Land Cruiser lui-même. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.